Bonjour à tous, alors quels sont les enjeux philosophiques et sociologiques des classifications en psychiatrie? Alors avant de commencer, il faut déjà fournir une présentation générale du cadre de travail dans lequel nous nous situons et la philosophie de la psychiatrie. Quel est son objet? Eh bien, tout comme la psychiatrie a pour objet le patient, ou on pourrait dire les neurosciences a pour objet le cerveau, eh bien la philosophie de la psychiatrie a pour objet la psychiatrie. Et elle peut regarder la psychiatrie soit comme une science, tout à gauche, soit comme un phénomène social au milieu, soit comme une activité clinique en jaune à droite. Et donc, en étudiant la psychiatrie comme une science, la philosophie de la psychiatrie utilise des outils de la philosophie des sciences, ou de la linguistique, de la philosophie de l'esprit, de la philosophie analytique, des neurosciences, de la philosophie de la biologie, philosophie des statistiques ou de l'évolution. Alors, lorsqu'on étudie la philosophie de la psychiatrie au sein de la philosophie des sciences, on utilise donc différents outils, méthodes ou manières de réfléchir à la philosophie des sciences, et parmi eux, eh bien, on retrouve les modèles. Les modèles sont donc des objets de médiation facilitant, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un objet qui peut être matériel, comme une souris, ou cognitif, comme eh bien, une manière de raisonner, qui facilite la médiation entre les données du monde et la structuration de ces données par le chercheur. Donc un objet de médiation facilitante ou un modèle nécessite toujours un chercheur avec un objectif précis. Il existe des modèles qui sont certes jamais parfaits, mais qui peuvent être soit plus ou moins réalistes, c'est-à-dire reproduisent des paramètres biologiques ou ici matériels de l'avion, les propriétés des ailes ou des roues de l'avion, et puis des modèles qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui cherchent plus à reproduire l'objectif, le but de l'objet réel qui est modélisé. Et au sein de ces modèles, on peut étudier les classifications. Et donc les classifications, on pourrait dire, sont une forme de modèle, puisque au sens de l'objet de médiation facilitante, une classification est une structure, un objet, qui permet de médier les données, donc par exemple les signes et les symptômes, pour que le chercheur ou le clinicien puisse structurer ces données et les appliquer par exemple à son patient. Alors de quoi est fait une classification? Eh bien elle est faite de troubles psychiatriques. Au fond, une classification n'est qu'un manuel, on pourrait dire, qui contient un certain nombre de catégories, en tout cas pour le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, et ces catégories sont considérées comme des troubles psychiatriques. Et au fond, ces troubles même sont constitués de symptômes. Et donc, en fait, on s'aperçoit que pour étudier le symptôme, eh bien, on va aller chercher, on va devoir s'intéresser à ce qu'il constitue, le trouble psychiatrique, et comment ils sont rangés, les classifications qui elles-mêmes sont considérées comme des modèles, et les modèles étant eux-mêmes un des objets de la philosophie des sciences, et plus particulièrement de ce qu'on appelle l'épistémologie des modèles. Alors pourquoi c'est important? C'est important pour comprendre que en fait, pour étudier le symptôme, on ne peut pas l'étudier séparément de tout un contexte, mais il faut aller en fait regarder qu'est-ce qui structure ce symptôme, qu'est-ce qui finalement le teinte d'une certaine manière, puisque tout symptôme est teinté d'une certaine théorie, d'une certaine manière de réfléchir et de certains objectifs que va avoir le chercheur qui manie des modèles. Alors, où ça devient intéressant d'étudier les classifications psychiatriques au prisme de la philosophie des sciences, c'est qu'on peut les étudier en tant que modèles. Et donc les classifications psychiatriques sont des modèles constitués d'un ensemble de troubles, plus ou moins encastrés, plus ou moins indépendants, en tout cas constitués de symptômes plus ou moins encastrés et indépendants ou causalement reliés. Et en fait, ce dont on s'aperçoit en pratique clinique, c'est que chaque clinicien va avoir son modèle, sa manière de concevoir la psychiatrie, sa représentation de la psychiatrie, sa représentation des troubles, et donc sa représentation des symptômes et sa manière de les recueillir, la structure du symptôme et le contenu du symptôme qu'il va essayer de retrouver et d'organiser dans le tableau clinique qui est face à lui. Et donc, il y a différentes conceptions de ce qu'est un trouble psychiatrique, différentes conceptions de ce qu'est un symptôme, et en fonction de l'approche nosologique, c'est-à-dire de la classification du modèle qu'il a intégré, qu'il a appris pendant sa formation, son expérience, sa rencontre avec les pairs et sa rencontre avec les patients, eh bien, il va y avoir différentes manières de concevoir la psychiatrie. Et on s'aperçoit que ça, c'est ce qu'on peut appeler le pluralisme scientifique, un pluralisme en psychiatrie, va être de savoir comment on concilie ces différentes approches. Premièrement, faut-il les intégrer les unes aux autres, essayer de concevoir une sorte de psychiatrie globale qui intègre toutes ces approches en une, soit pour les réduire, soit pour essayer de toutes les comprendre, ou faut-il juste les tolérer les unes aux autres, c'est-à-dire tolérer qu'il existe des approches différentes, mais que l'intégration n'est pas nécessaire. Et peut-être que cette tolérance est non seulement plus fructueuse, permet l'interdisciplinarité, permet le dialogue, sans pour autant réduire les différentes approches. Donc tout ça pour dire que le pluralisme ne nécessite pas l'intégration, et très personnellement, je pense que l'intégration n'est pas nécessaire, voire pas féconde. Et donc, quand on essaie de comprendre au sein du pluralisme scientifique comment on emboîte, comment on compare ces approches, est-ce qu'il faut qu'elles soient différentes ou complémentaires? On peut les étudier comme des modèles, mais aussi comme des perspectives.
chaque approche, conception est une perspective. Donc là, la philosophie des sciences propose un cadre général du perspectivisme scientifique qui lui-même s'intègre au pluralisme scientifique. Le pluralisme étant un ensemble de conceptions, ces conceptions peuvent être des perspectives ou des modèles. Et donc, est-ce qu'on peut se passer d'une approche nosologique en allant plus loin? Si vraiment on peut comparer, emboîter toutes ces approches, est-ce qu'on peut se passer d'une approche nosologique, c'est-à-dire ne regarder soit que les troubles, soit même que les symptômes qui sont les composants? Et donc, par exemple, concevoir une approche en réseau qui ne prend en compte que les symptômes, ou essayer de concevoir les interactions, les liens entre ces symptômes au sein de la psychiatrie computationnelle, par exemple. Tout ça pour dire qu'une réflexion sur la nosologie psychiatrique, elle doit être descriptive. Quelle classification on a face à nous, puisque ça véhicule vraiment le modèle, la représentation de la psychiatrie. Ontologique, c'est qu'en fait on se rend compte que lorsqu'on a une certaine représentation de la psychiatrie à travers un modèle, eh bien on a la création d'un objet face à nous, qui est peut-être le patient, mais qui peut être un objet beaucoup plus concret, le cerveau, beaucoup plus matériel en tout cas, pour un modèle neuroscientifique. Et puis, méthodologique, quels critères on doit utiliser quand on emploie une classification. Et donc, une classification est quand même structurée, structure les données, comme tout modèle, d'une certaine manière, et donc il faut étudier la méthodologie qui structure ces données, l'opérationnalisation ou autre. Et puis, au niveau épistémologique, quelles interactions entre classifications. Alors pour aller plus loin, au-delà des enjeux philosophiques, il existe des enjeux sociologiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, de n'employer que les classifications en tant que modèle au sein de la philosophie des sciences, donc regarder quelles interactions les modèles pourraient avoir les uns avec les autres, on va regarder comment ces modèles s'insèrent dans le paysage clinique, comment ils sont maniés par les cliniciens, et donc là on doit s'intéresser à des enjeux qui sont sociologiques et institutionnels, et par exemple, on peut concevoir la psychiatrie comme un ensemble de promesses, chaque modèle étant une promesse, c'est-à-dire que le DSM est une promesse que ça va bien marcher. C'est la promesse que, eh bien, on va pouvoir standardiser, valider, rendre fiable et donc scientifiser la psychiatrie. Et comme ça, à force de promesses, eh bien, on met en place des programmes. Ces programmes étant mis en place, eh bien, la mise en pratique fait qu'ils sont rendus effectifs, et cette effectivité, eh bien, fait que ce qui était une promesse devient une réalité. Et donc on tombe dans ce que Merton appelait les prophéties autoréalisatrices. Et donc on a vraiment là l'idée que, eh bien, ces modèles, c'est une fois qu'on a promis qu'ils marchaient, qu'on a promis qu'ils étaient à la fois crédibles et légitimes à un certain moment, dans un certain contexte, c'est à ce moment-là seulement qu'ils deviennent des modèles, des structures qui sont efficaces et fécondes pour la psychiatrie. Alors le problème, il y a beaucoup de problèmes à ça. Déjà, toute promesse n'aboutit pas, toute promesse n'est pas crédible, toute promesse n'est pas légitime, et des fois les facteurs de légitimité et de crédibilité ne sont pas ceux qui sont voués à faire un bon modèle ou une bonne classification. Par exemple, lorsque ce sont des instances qui poussent à ce que ces modèles soient instaurés dans la pratique clinique. Et notamment, on a l'effet Mathieu qui est une redirection des capitaux. Alors par exemple, des capitaux économiques, les plus riches redirigent les capitaux vers eux-mêmes, donc les plus riches deviennent encore plus riches, ce qui fait que les personnes plus pauvres deviennent plus pauvres, et dans le cadre de la psychiatrie, eh bien, tout modèle agrège d'un certain côté une manière de penser, agrège la communauté dans une direction, ce qui empêche certaines autres possibilités de se développer. Et donc là, on a, à travers l'effet Mathieu, une dépendance au chemin, c'est-à-dire que le chemin qui a été commencé par le DSM, il va être très dur de l'arrêter et de commencer un nouveau chemin. Et en même temps, pour commencer des nouveaux chemins, il faut soit avoir des idées, soit avoir beaucoup de crédibilité et légitimité, donc faire de nouvelles promesses, soit rechercher dans de nouvelles directions, par exemple, dans un grand nombre de directions, par exemple, par sérendipité, on va trouver, on va faire émerger une proposition qui peut être plus ou moins spontanée et de manière empirique. Voilà, ça peut être fait dans le cadre de l'anarchisme épistémologique où finalement les scientifiques devraient s'ouvrir non seulement à la science mais aussi à ce qui appartient à la non-science, en l'occurrence pour augmenter la possibilité que différentes propositions voient le jour et donc favoriser ainsi un pluralisme qui ne peut être que fécond à la psychiatrie. Et on voit que la sociologie apporte aussi un outil, celui de l'acteur ou du clinicien, du chercheur qui manie les modèles, qui manie les classifications. Et donc là, on peut étudier comment cet acteur va centraliser des débats, traduire certains débats d'une communauté à une autre, les synthétiser, organiser les controverses qui sont fécondes pour la psychiatrie, qui la font avancer, et va aussi proposer certains principes qui vont pouvoir faire avancer la psychiatrie avec un certain ethos, l'éthos de la science, comme le développait Merton autour de l'universalisme, du communalisme,
désintéressement ou scepticisme, finalement, respectivement, le fait d'accepter de rejeter une proposition scientifique qui ne doit pas dépendre des attributs sociaux ou personnels, le fait de rechercher fondamentalement un processus collectif, cumulatif, ou un examen critique qui est nécessaire dans le cadre du scepticisme par la communauté scientifique. Donc on s'aperçoit là, à travers quelques simples propositions de la sociologie des sciences, que les modèles de classification doivent être intégrés dans un environnement institutionnel, politique, social, économique et administratif, voire expérientiel du patient, beaucoup plus large que ce que propose la philosophie des sciences. Voilà, merci pour votre attention.